Je voudrais remercier beaucoup le professeur Mireille Delmas-Marty de m'avoir invité à relever le défi de ce dialogue interdisciplinaire. Et je voudrais tout de suite vous dire quelles sont les thèses principales que je vais essayer de soutenir devant vous dans ce débat. Il s'agit essentiellement d'un chantier de discussion. Je vais avoir beaucoup de diapositives. Les biologistes cachent parfois leur ignorance, comme le faisait Melquiade, dans des images complexes, mais je vais essayer d'associer les images complexes du cerveau avec des langages simples. Les thèses principales que je vais essayer de vous proposer sont que malgré l'existence de lois et de principes universels du fonctionnement cérébral, l'hominisation a permis une exceptionnelle flexibilité des fonctions cognitives qui est une grande source de diversité. Cette flexibilité est autant d'origine génétique, épigénétique, comme le décrira Jean-Pierre, expérientielle que culturelle. Aujourd'hui, elle est aussi influencée par la technologie et la mobilité. Ceci a été mentionné déjà par Mireille Delmas-Marty. Cette flexibilité est à l'origine de la créativité et de l'innovation, c'est trivial, mais elle est aussi un des fondements de la capacité d'interagir avec autrui et de la tolérance. Elle est donc une des composantes fondamentales de l'humanisation, mais aujourd'hui, elle est aussi une source profonde de désarroi et d'apparition de nouvelles pathologies ou de comportements déviants qui peuvent conduire à la violence ou à la destruction de soi, ou même à la manipulation cognitive en vue de fanatiser des enfants, par exemple. C'est un immense domaine et je pourrais, en ces quelques minutes, ne faire que décrire 2 ou 3 aspects, mais je voudrais tout d'abord, pour décrire cette flexibilité, rappeler quelques concepts clés, comme l'évolution du cerveau analyseur jusqu'au cerveau simulateur, projectif, et au cerveau émulateur. Vous avez invité un physiologiste, il faut que je vous parle un peu du cerveau. Je vais aussi rappeler un concept important qui a été oublié, la vicariance, qui est une propriété importante de cette flexibilité. Et puis je proposerai une théorie du développement de l'enfant et du blocage de sa capacité, la diapo est coupée en bas, à justement manipuler les référentiels spatiaux, les points de vue, comme étant éventuellement un fondement cognitif de la cohérence, de la tolérance, pardon. Alors je voudrais vous rappeler simplement, c'est la partie physiologique, que le cerveau n'est pas seulement un analyseur passif qui, à partir des informations du monde, traite ces informations passivement, les combine. Le cerveau est essentiellement projectif, anticipateur, et même les aires sensorielles primaires reçoivent des informations de la mémoire, des désirs, des intentions, des émotions. Nous transformons le monde. Et c'est un point de vue que je partage d'ailleurs avec Jean-Pierre Changeux, qui s'est exprimé aussi dans ses ouvrages sur cette question. Par exemple, vous avez l'impression que ces 3 cylindres ici ont des tailles différentes, mais si vous alliez sur l'écran, vous pourriez constater qu'ils ont exactement la même taille en centimètres. C'est votre cerveau qui décide, en fonction du contexte géométrique, que ces 3 objets dans le monde ne sont pas identiques. Et ces 2 créatures sont aussi des créatures qui, sur cet écran, ont exactement la même taille. C'est votre cerveau projectif qui impose ces grilles d'interprétation au monde. Et nos amis psychologues de Ames avaient montré il y a très longtemps que si on construit une chambre avec un plafond incliné, ici c'est le plancher qui est incliné, une chambre trapézoïdale, et qu'on regarde par un petit trou de l'extérieur dans cette chambre, eh bien, on la perçoit comme étant cubique, car le cerveau impose au monde la symétrie, et ces 2 petites filles, qui ont objectivement la même taille, sont perçues par l'observateur, à travers le petit trou, comme ayant des tailles différentes. Et évidemment, en vous donnant ces exemples de perception, on pourrait généraliser à d'autres aspects de la perception du monde, ce que j'appelle le terrorisme de la perception, qui est au fond une façon de simplifier aussi notre analyse du monde. Une autre très grande découverte sur ce lien que nous avons, en quelque sorte obligatoire, avec le monde, et que nous percevons les actions d'autrui comme étant nos propres actions, c'est la découverte extraordinaire faite par Giacomo Rizzolatti des neurones miroirs, c'est-à-dire du fait que nous avons dans le cortex prémoteur ici des neurones qui préparent un geste, par exemple celui d'attraper un objet. Mais ces neurones sont aussi des neurones qui sont activés quand l'observateur fait le geste. Autrement dit, quand je fais ce geste d'attraper un objet, eh bien dans votre cerveau, dans votre cortex prémoteur,
Les neurones qui seraient activés si vous faisiez ce geste sont activés. Il y a un couplage, en quelque sorte, entre perception et action. Nous percevons des actes et pas simplement des mouvements. Alors, on attribue à ce système beaucoup de propriétés, peut-être un peu plus que celles qu'il remplit réellement, mais il est certainement responsable, bien sûr, dès l'enfance, du fait qu'un bébé qui voit sa mère sourire, sourit immédiatement. Le bébé est capable très jeune d'imiter les mimiques faciales de ses parents alors qu'il ne peut voir son propre visage, ou d'imiter la moue. C'est un couplage qui est connu aussi dans le bâillement. Si je me mets à bâiller, 50% d'entre vous se mettront à bâiller au bout de 5 minutes. C'est un couplage en quelque sorte obligatoire qui est sans doute extrêmement intéressant et qui contribue, par exemple, chez le bébé de 0 à 2 ans, à la genèse de l'identité, qui passe d'abord par cette imitation, comportement peut-être essentiel au développement de l'intersubjectivité entre soi et autrui. Alors de même que nous avons cette espèce de proximité immédiate dans la perception des actions d'autrui, le cerveau attribue aussi de la valeur émotionnelle très rapidement grâce à d'autres structures, notamment l'amygdale ici, cette structure qui existe chez tous les animaux et chez nous aussi, qui reçoit les informations sensorielles par des voies très rapides et qui immédiatement attribue de la valeur. Quand vous avez vu mon visage, immédiatement, vous avez dit « ce gars-là, il est sympathique ou pas ». Votre cerveau des émotions a attribué une valeur positive, négative. C'est évidemment extrêmement fondamental pour la survie. Et ce qui est important, c'est que c'est durable. C'est one shot, comme disent les Anglais. Et il n'y a, comme je vais le dire dans un instant, que le travail du cortex orbitofrontal qui éventuellement est susceptible de changer cette espèce d'attribution immédiate sur laquelle je reviendrai. Par exemple, dès que nous établissons le contact par le regard, si je me mets à regarder et établir le contact avec Philippe Descola, eh bien, immédiatement, nous activons tous les deux nos amygdales. C'est-à-dire que le contact par le regard active le cerveau des émotions, et ceci est bien connu d'abord dans certaines cultures, où le fait de regarder une jeune fille ou un jeune homme a des significations, si j'ai bien compris, mais aussi, vous savez que les enfants autistes, par exemple, évitent le regard, et ceci est associé à des difficultés de la communication sociale. Donc c'est un système extrêmement fort, extrêmement puissant, qui fait que nos jugements dépendent d'une coopération entre cerveau cognitif et cerveau des émotions. Antonio Damasio a écrit de nombreux livres là-dessus, mais c'est aussi extrêmement important parce que cela explique aussi certaines pathologies, comme la délusion de Capgras, qui fait qu'un enfant ne reconnaît pas son père et dit « mon père est un imposteur, tu ressembles à mon père mais tu n'es pas mon père ». Et ça n'est pas simplement parce qu'il a un Oedipe développé, mais surtout parce qu'il y a éventuellement chez cet enfant qui est tombé ou qui a une lésion, une difficulté de l'association des informations cognitives avec le cerveau des émotions. Donc tout cela, l'avantage de tous ces mécanismes universels évidemment, qui sont chez tous les animaux et chez nous, bien que aussi très développés chez nous, automatiques, l'avantage est de simplifier l'interaction avec autrui, mais ils nous contraignent, ils nous enferment d'une certaine façon dans des préperceptions. Mais l'avantage, et c'est ce qu'a apporté l'humanisation, c'est que nous pouvons nous libérer des interprétations automatiques et changer d'opinion sur le monde. Nous pouvons nous libérer de cette espèce de couplage et de ces avis. En effet, comme l'a merveilleusement illustré aussi Jean-Pierre Changeux, et sur lequel travaille mon collègue Stan Dehaene, bien sûr, le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal, chez l'homme en particulier, se sont développés considérablement et permettent de changer d'opinion et de décider. Et je n'ai pas le temps d'entrer évidemment dans ce chapitre qui est largement développé dans tous les livres qui ont été publiés, mais je voulais vous montrer quand même ce diagramme publié récemment par Étienne Coquelin, qui est directeur d'un laboratoire ici à côté à l'École normale supérieure, et qui a proposé l'idée d'une sorte de coopération entre ces zones, vous voyez, du cortex frontal ici et préfrontal, et du cortex des émotions, avec le cortex frontal impliqué dans l'aspect motivationnel, je voudrais une pomme, je voudrais quelque chose, je souhaite. Le cortex des émotions, ici, qui est impliqué aussi dans les décisions financières, etc., et qui attribue de la valeur, avec l'amygdale en particulier, qui dit « je préfère la pomme » ou « je n'aime pas la pomme parce que j'ai déjà été empoisonné ». Et le cortex préfrontal qui va finalement intégrer les informations cognitives et émotionnelles pour décider « je choisis une pomme plutôt qu'une autre ». Donc aujourd'hui,
une avancée, en quelque sorte, de cette compréhension des mécanismes dans le cerveau qui permettent d'échapper au caractère obligatoire, l'enfermement, en quelque sorte, dans ces réactions premières qui sont apparues au début de l'évolution. Et je voudrais aussi citer le travail d'Olivier Houdet, qui est professeur à côté d'ici, spécialiste du développement de l'enfant, et qui a travaillé beaucoup sur la capacité que nous avons d'inhiber les stratégies automatiques de perception, par exemple, et de leur substituer une activité préfrontale pour résoudre un problème logique et échapper à des erreurs logiques. Et vous voyez ici un de ces résultats spectaculaires où il a montré que dans une tâche complexe, logique, perceptive et logique, eh bien, il y avait un basculement à un moment donné entre une activité perceptive dans le cortex pariétal, ici, principalement, vers une activité de toutes ces zones que je viens de vous décrire, frontale et préfrontale, qui permettaient d'échapper au traitement automatique qui conduisait à des erreurs logiques dominées par la perception pour analyser le monde autrement. Alors, une autre propriété apparue au cours de l'évolution, tout à fait remarquable, sur laquelle j'ai insisté dans le sens du mouvement, et le fait que s'est développé, et plus particulièrement chez les primates et chez l'homme, la capacité de simuler l'action sans l'exécution. Et ceci grâce à des mécanismes en boucle, de fonctionnement en boucle du cerveau interne, sur des modèles internes, disons-nous dans notre jargon, des membres et des lois physiques. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais nous avons un véritable double. Et cette idée, nous avons un double qui existe dans la littérature depuis Gilgamesh et Dostoïevski, a aujourd'hui une documentation en neurologie extrêmement précise par des travaux de notre collègue et ami Olaf Blanke en particulier, et je travaille aussi sur ces questions. Nous avons un deuxième nous-mêmes dans notre cerveau, un modèle de notre corps et des liens avec l'environnement, avec l'espace. Et ceci permet à notre cerveau d'émuler notre corps, d'émuler le monde et d'être donc non pas seulement un cerveau analyseur, un cerveau projectif, un cerveau simulateur, mais aussi un cerveau émulateur et créateur de monde. Et Rodolfo Linas, dans son magnifique livre Eye of the Vortex et ses papiers, dit que le cerveau est essentiellement, le cerveau de l'homme en particulier, un système auto-activé qui, grâce à ces boucles qui relient les ganglions de la base, responsables de la sélection de l'action, de l'apprentissage, le cortex et le thalamus, ces boucles qui fonctionnent en permanence dans notre cerveau, qui permettent d'émuler la réalité, même si l'on est coupé complètement du monde. Et l'exemple le plus merveilleux, c'est le rêve, ou même le rêve éveillé. Certains d'entre vous sont peut-être en train de s'ennuyer et de faire des rêves éveillés. Nous n'avons pas besoin, au fond, du monde extérieur pour évoquer complètement le rêve est parfois souvent extrêmement réel. Et Penfield, le grand neurologue, avait déjà montré il y a longtemps, par des stimulations électriques chez les patients épileptiques, que nous essayons de reproduire avec nos collègues à Grenoble en particulier, que certaines aires du cerveau sont particulièrement responsables de l'évocation, non seulement de souvenirs anciens, complets. Je me souviens que j'étais avec ma mère sur le canapé du salon, mais aussi de véritables hallucinations visuelles. Le cerveau est donc créateur de monde, il peut se libérer de cette interaction obligatoire, de ces schémas tout faits pour inventer, créer des mondes. Tout cela est trivial, mais je voulais vous le rappeler. Alors une autre chose extraordinaire développée chez nous, c'est l'imagerie mentale. C'est un outil du cerveau émulateur et créateur de scénarios et de mondes. La question de l'imagerie mentale qui est posée aujourd'hui en sciences cognitives est de savoir si elle utilise les mêmes mécanismes que la perception. Est-ce que quand nous imaginons une plage, est-ce que nous activons les mêmes mécanismes ? Eh bien oui, en partie, ceci a été démontré par de nombreux travaux. Les aires sont en partie les mêmes, mais il y a des aires dans notre cerveau humain, particulièrement le précuneus, qui est une aire ici, à l'arrière du cerveau, qui est particulièrement impliquée à la fois dans l'imagerie mentale, mais aussi dans les changements de point de vue, j'insiste là-dessus, et dans la rotation mentale, c'est-à-dire la capacité de changer de point de vue sur le monde. C'est un peu le thème général de mon exposé. Et par exemple, des réseaux différents sont actifs lors du traitement d'informations abstraites et concrètes visuellement. Et vous voyez ici la différence entre les aires du cerveau impliquées dans des tâches très abstraites ou des tâches plus concrètes. Donc il y a une certaine indépendance de l'apparition de ces mécanismes et qui nous permettent de nous libérer du monde.
Et ce qui est encore plus extraordinaire et fait l'objet de travaux très très récents, c'est le fait que cette imagerie et l'émulation mentale peuvent induire des modifications du cerveau au même titre que l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut produire par l'imagerie mentale des modifications structurelles du cerveau comme l'expérience concrète. Et voici un exemple. Nous avons eu un très bel exposé de notre collègue Hans Forsberg récemment dans mon cours l'année dernière. Une modification de la dopamine corticale impliquée, comme vous le savez, dans un grand mécanisme d'apprentissage, etc., par l'entraînement et par seulement l'imagerie mentale. Donc on a ces mécanismes que je ne fais qu'évoquer qui à la fois nous permettent d'échapper à cette liaison en quelque sorte obligatoire, rapide avec le monde, mais qui, comme vous le voyez, peuvent aussi induire des modifications et peuvent donc, et c'est là où je vais en venir tout à fait à la fin de mon exposé, peuvent être manipulés s'ils sont manipulés à mauvais escient. Et ceci me donne l'occasion de réhabiliter, si on peut dire, devant vous le concept de vicariance. Et j'ai consacré mon dernier cours au Collège de France l'année dernière à ce concept de vicariance, et c'est podcasté d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, et à la flexibilité. La vicariance, le vicaire, c'est celui qui remplace le curé. Mais le concept a été, il peut le remplacer si le curé est malade, éventuellement. Mais ce concept avait été utilisé par les spécialistes de l'évolution pour, à l'origine, expliquer que à l'origine, si vous voulez, sur un modèle quasi unique d'une petite bête comme la grenouille, eh bien, il pouvait y avoir toute une série de variations de ce modèle initial. Et la vicariance, c'est donc cette multiplicité des variations possibles. Donc il y a dans le concept de vicariance cette idée de variation possible sur un modèle unique. Von Uexküll, dont nous savons tous l'œuvre et l'utilisation et le développement du concept de Umwelt, auquel nous avons d'ailleurs consacré avec Yves Christen un séminaire sur la neurobiologie de l'Umwelt, auquel avait participé Anne Fagolargeau, d'ailleurs. Von Uexküll propose le concept d'Umwelt qui, en gros, dit « nous sommes enfermés dans des limites étroites pour l'accès au monde sensible ». Mais il insiste sur le fait que les organismes vivants effectuent souvent la même action de façon très différente et utilisent le monde de façon très différente. La vicariance est aussi, dans l'interprétation de la nature, dit-il, la tige d'une fleur n'est pas du tout la même chose pour une jeune fille, une fourmi, une larve ou une vache. Pour la jeune fille, elle est une parure, pour la fourmi, un chemin, pour la larve, un matériau de construction, et pour la vache, une nourriture. Et il a déjà l'idée qu'il y a cette différence d'interprétation, et c'est à cela qu'il attribue le sens de ce mot de vicariousness, de vicariance. Eh bien, ce concept a été repris par des grands spécialistes en France, en particulier de psychologie différentielle. La psychologie différentielle a quasi disparu, en particulier la littérature, car nous avons été condamnés, on peut dire, pendant 30 ou 40 ans, à faire des articles dans lesquels on avait le sujet moyen. Or, il y avait une très grande école française, en particulier, je cite les noms de Reclin, Holman, dans leurs travaux sur ces sujets. Et cette école de psychologie différentielle a repris ce terme de vicariance, selon laquelle chaque individu disposerait de plusieurs processus vicariants pour s'adapter à la situation dans laquelle il se trouve. Ces processus sont substituables les uns aux autres, et c'est aujourd'hui d'ailleurs la base de la rémédiation cognitive et non pas de la réhabilitation, c'est-à-dire l'idée qui est développée par nos amis neurologues et psychiatres qu'on peut éventuellement ne pas réparer simplement un système déficient, mais on peut aider le cerveau créateur à trouver d'autres solutions pour remplacer le système déficient. Donc cette notion est extrêmement intéressante et il est important aujourd'hui peut-être de la réhabiliter. Alors un autre aspect sur lequel je voudrais terminer cette partie de rappel de la flexibilité du cerveau humain est la capacité de manipuler mentalement l'espace et de changer de point de vue, puisque je vais l'utiliser à la fin de mon exposé pour vous parler de l'enfant. En effet, au cours de l'évolution, il s'est produit une prolifération de mécanismes pour traiter les espaces. Nous avons fait avec Roland Recht un séminaire il y a quelques années sur les espaces de l'homme, mais là, il s'agit des espaces du cerveau. En effet, nous savons maintenant que dans notre cerveau, il y a des réseaux différents pour traiter les différents espaces. L'espace de préhension, l'espace proche, l'espace de déambulation, ou bien même l'espace
que vous mettez en œuvre dans votre cerveau lorsque vous imaginez en ce moment la ville de Paris ou votre domicile. Ce ne sont pas les mêmes réseaux dans votre cerveau qui traitent ces différents espaces, une modularité qui permet éventuellement de sauter de l'un à l'autre, d'utiliser plusieurs à la fois et de manipuler les espaces travaillant dans des référentiels spatiaux. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Mais nous avons aussi la capacité, par conséquent, d'utiliser des stratégies cognitives. Vous pouvez vous rappeler le chemin depuis l'entrée du collège jusqu'ici, soit par une stratégie que j'appelle de route égocentrée. Vous avez traversé la cour, vous avez tourné à droite, vous avez descendu l'escalier. C'est un mélange de mémoire topo-kinesthésique de votre corps, associé avec des épisodes, la mémoire épisodique. Tout ça est principalement mis en jeu dans des mécanismes spécifiques, ou bien vous pourriez avoir une carte du collège, comme vous avez une carte de Paris, et adopter une stratégie de survol qui a l'avantage, qui s'est développée plus particulièrement chez l'homme dans sa capacité de revenir, par exemple, par un autre chemin. C'est, à mon avis, un des fondements de notre capacité de faire des mathématiques. Et ces deux types de stratégies, chez l'homme en particulier, ont été latéralisés avec le cerveau gauche. Nous venons de le démontrer récemment dans plusieurs articles en ce qui concerne l'hippocampe, une spécialisation vers la description de la séquence des trajets, ce qui va avec le cerveau du langage. Et ce sont des stratégies d'ailleurs que les femmes aiment bien. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans la différence entre les sexes. Et le cerveau droit plus impliqué dans les aspects cartographiques, dans les aspects globaux de stratégie de survol. Nous pourrions en discuter si ça vous intéresse. Et voici un petit exemple de paradigme pour étudier les bases neurales de cette manipulation de l'espace. On peut faire un monde virtuel, un peu comme cet amphi, un palais virtuel dans lequel on dispose 3 objets. Alors, ce n'est pas seulement parce qu'on a lu Beckett, mais ce sont des poubelles. Et je peux vous faire l'expérience qu'on fait faire en IRM fonctionnel à nos sujets. On dit, regardez bien, on montre une toute petite image, là, une toute petite partie, une fois qu'on a baladé les gens dans le monde virtuel, comme vous avez fait ici, là, en vous promenant dans cet amphi. Bonjour. Et je vais vous demander de faire cet exercice. La première question, c'est quelle est la poubelle qui est la plus proche de vous? C'est une tâche égocentrée, vous devez faire une tâche liée à votre corps. La deuxième tâche, laquelle est la plus proche de la balle? Vous pouvez le faire en regardant simplement l'image. Et la troisième, qui est cruciale, c'est laquelle est plus proche du mur le plus long du palais. Et comme on montre une petite image, c'est un petit peu comme si je vous demandais est-ce que cet écran est parallèle au boulevard Saint-Michel? Vous devez changer de point de vue, vous devez faire appel dans votre cerveau à un autre système. Et comme vous le voyez en bas, ces 2 stratégies cognitives qui font partie de cette diversité des capacités qu'a notre cerveau de traiter le monde, activent des aires du cerveau et des systèmes différents, en partie communs, mais en partie différents. Et mon hypothèse sur laquelle je voudrais terminer, et sur laquelle je voudrais insister beaucoup, c'est que pour comprendre autrui, eh bien, on manipule les points de vue et les représentations de l'espace, et dans la compréhension d'autrui, dans l'interaction sociale, nous utilisons tous les mécanismes que je viens de décrire, de la diversité, de la flexibilité. Lorsque j'essaye de comprendre, de voir ce que vous pensez de mon exposé, ou si j'essaye d'imaginer, ou si vous essayez d'imaginer ce que moi je perçois de cette salle, nous jouons un jeu très compliqué dans lequel nous manipulons les espaces, nous changeons de point de vue, nous prenons notre double pour nous asseoir à côté de l'autre, etc. Et c'est pour cela que nous étudions actuellement beaucoup par des paradigmes appropriés les mécanismes du cerveau qui sont impliqués dans la perception d'autrui, par exemple en introduisant dans les mondes virtuels des avatars comme cette poupée. Et nous demandons, par exemple, au sujet, vous voyez l'avatar qui regarde la lampe, eh bien, dans la diapo suivante, nous montrons la lampe d'un autre point de vue et nous demandons au sujet si c'est le point de vue qui était celui de l'avatar. Ce qui oblige en quelque sorte les sujets à se mettre à la place de l'avatar. Et la communauté des sciences cognitives aujourd'hui développe un très grand nombre de paradigmes pour étudier cette interaction avec autrui et les bases neurales qui utilisent cette flexibilité. Mais le fait que l'espace n'est pas seulement pour se promener, pour rentrer chez soi, pour naviguer, mais implique aussi les fonctions cognitives les plus élevées et connues depuis très longtemps, puisque, comme Francis Yates l'a magnifiquement rappelé dans son livre The Arts of Memory,
l'espace est utilisé depuis très longtemps par l'homme pour stocker des concepts, des objets, et ensuite pour la mémoire en quelque sorte. Et Marie Carruthers, dans son magnifique livre, a aussi proposé l'idée que ce n'est pas les manteaux que nous construisons pour aller, que construisaient déjà les moines du Moyen-Âge et les Grecs, pour stocker des informations, sont utilisés aussi pour, par exemple, inventer des discours nouveaux. Et elle dit quelque part dans son livre que les curés au Moyen-Âge ou les prêtres stockaient des versets de la Bible dans ces palais manteaux et faisaient un chemin différent chaque dimanche pour faire un sermon différent. Autrement dit, l'espace est utilisé aussi pour la narration, et dans la simplexité, j'ai mentionné l'utilisation de l'espace par les écrivains. Je voudrais terminer, avant d'aborder justement la partie concernant l'enfant, par un travail que nous faisons actuellement sur l'utilisation de l'espace et des changements de point de vue dans l'empathie. Car un des enjeux importants de la tolérance, de l'acceptation d'autrui, c'est d'essayer d'en comprendre sa souffrance ou éventuellement de l'aider ou de l'éprouver. Eh bien, nous avons fait au Collège de France, il y a quelques années, avec Gérard Jean, un séminaire rassemblant un certain nombre de collègues pour essayer de comprendre ce concept de l'empathie. On en avait conclu qu'on n'y comprenait rien, et donc on a décidé d'y travailler. Et actuellement, la théorie sur laquelle nous travaillons est la suivante. La sympathie n'est pas l'empathie. Il faut distinguer ces deux concepts et c'est très important. La sympathie consiste à éprouver les émotions d'autrui sans se mettre nécessairement à sa place. C'est une contagion des émotions dont le fou rire peut être considéré comme typique. C'est ce que je disais au début de cet exposé, cela relève de ces mécanismes par lesquels nous avons la contagion émotionnelle, nous avons la capacité innée, de base, en quelque sorte, d'identifier dans notre propre cerveau les actions d'autrui. Mais dans la sympathie, nous allons, si l'un d'entre vous souffre, éprouver la souffrance, mais nous restons à notre place. Je vais rester à ma place si l'un d'entre vous se met à souffrir. Je vais raisonner par tous les systèmes de résonance émotionnelle, corporelle, avec vous. L'empathie, telle qu'elle a été définie par les grands philosophes allemands d'ailleurs, c'est plus compliqué. L'empathie consiste à se mettre à la place d'autrui avec, et c'est mon idée, un changement de référentiel spatial, en utilisant son corps virtuel. Si je veux être empathique avec vous, si vous souffrez, je dois me mettre à votre place pour éprouver de votre place ce que vous pensez de moi, de ma souffrance, ou ce que je pense, ou votre souffrance si vous souffrez, en utilisant ce que j'ai défini tout à l'heure comme ce corps virtuel, ce double de nous-mêmes que nous avons dans notre cerveau, que nous pouvons faire balader dans le rêve. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait maintenant des preuves neurologiques sérieuses sur ces mécanismes d'éthoscopie, autoscopie, etc. Mais je dois en même temps rester moi-même à ma place si je veux vous aider, sans forcément éprouver votre émotion. Si un médecin se mettait à souffrir chaque fois qu'il est devant un malade, il ne pourrait pas être très efficace. Donc la véritable empathie va être un mécanisme, une série de mécanismes cérébraux, impliquant bien sûr aussi la culture, etc., je prends mes précautions, vous voyez, qui vont mettre en jeu toute une série de ces systèmes que j'ai décrits dans le début de mon exposé et qui permettent à la fois d'être en résonance, mais aussi de changer de point de vue et de manipuler ces différents systèmes de façon dynamique, y compris l'inhibition de ces réactions émotionnelles immédiates par les mécanismes dont j'ai parlé il y a un instant. Alors nous avons, je résume en 3 mots les paradigmes sur lesquels nous travaillons actuellement. Nous avons pris un paradigme qui est celui de Bavelas, qui est un psychologue. Je vais me permettre de vous demander, Merleau-Ponty serait sans doute content parce qu'on va incarner un peu cet exposé, je vais vous demander de bien vouloir faire une expérience avec moi et de mettre tous vos bras comme ça. Alors je l'ai fait faire à 1000 neurologues, donc n'ayez pas honte. Voilà. Et vous allez faire comme moi très vite. 1, 2, 3. Eh ben non. Voilà. C'est une expérience, j'ai maintenant 2500 sujets. Pour faire vraiment comme moi, il fallait vous mettre à ma place, et c'est-à-dire vous avez été en sympathie, en miroir, et c'est ce que Bavelas avait proposé. Nous avons donc fait avec nos amis du département d'images numériques de Paris 8
une expérience parce qu'ils avaient fait un funambule artificiel qu'on trouve d'ailleurs dans les textes des grands philosophes allemands. Et nous avons mis des sujets en face d'eux et nous leur avons demandé simplement de ne pas faire l'expérience que je viens de vous obliger à faire, mais de marcher d'avant en arrière. Et nous avons trouvé les deux comportements possibles. Et nous avons fait des expériences d'électroencéphalographie. C'est une jeune philosophe, Bérangère Thiriou, dirigée aussi par Gérard Jorland, qui a fait une thèse magnifique de neurosciences. Elle est aussi allée à Lausanne pour cela. Et nous avons découvert que ces deux comportement que vous avez adopté, le premier que vous avez adopté est celui-ci, en miroir, qui active un réseau particulier dans le cerveau, qui correspond d'ailleurs à certains réseaux activés dans l'autoscopie, et ce que nous pensons être plus proche de l'empathie, c'est-à-dire de jeux compliqués, active d'autres systèmes, et nous travaillons là-dessus, y compris d'ailleurs avec des psychiatres sur les schizophrènes. Je vais maintenant terminer, si vous voulez bien me donner encore 10 minutes. Oui? Non? Oui? Ça va? Hein? Oui. Je vais terminer par la question de l'enfant. Au cours de l'histoire, on a utilisé les enfants pour les endoctriner, enfermer leur cerveau dans des schémas mentaux rigides qui engendrent l'intolérance, la haine, le fanatisme ou la dépendance cognitive. Et j'ai constaté, c'est un sujet que je soumets à votre réflexion, mais j'en ai déjà parlé souvent ici, en général, on endoctrine ces enfants entre 7, 8 et 14, 15 ans. Et vous savez qu'il y a tous ces problèmes des enfants de la guerre. À la Sierra Leone, c'était des enfants de 14-15 ans qui découpaient les bras et les jambes des paysans, l'enfant endoctriné, l'apprentissage du fanatisme religieux, les jeunesses hitlériennes, Pol Pot, etc. Et nous sommes tous très inquiets par ces jeux de rôle qui sont utilisés par les enfants actuellement. L'hypothèse sur laquelle je travaille depuis quelques années et que je vous soumets est que pour lutter contre l'enfermement dans un schéma mental et susciter la tolérance, parce que mon idée est qu'il y a une période critique chez l'enfant à cet âge-là dans laquelle on l'empêche de changer de point de vue. Or, pour lutter contre cet enfermement, il faut pouvoir changer de point de vue sur le monde et il faut pouvoir manipuler les représentations, les idées. Cette capacité est liée à la capacité de l'enfant de changer de point de vue spatial, c'est une hypothèse, entre autres évidemment, et d'utiliser cette flexibilité cérébrale pour manipuler les référentiels dont nous avons parlé. Alors le développement de l'enfant, on le connaît mieux, bien sûr, grâce aux travaux des psychologues. On sait qu'à 12 mois, l'enfant peut partager l'attention et désigner, déjà il fait intervenir autrui, mais il ne manipule pas encore les points de vue. Progressivement, entre 3 mois et 14 mois, il passe d'une certaine façon de cette résonance émotionnelle et corporelle dont j'ai parlé à un certain engagement collaboratif. Et puis, entre 1 an et 4 ans, peu à peu, il admet qu'il existe un monde extérieur et peu à peu, il arrive à élaborer une capacité, à 4 ans en particulier, d'établir des relations entre son monde à lui et le monde extérieur. Mais il n'est pas encore capable de faire vraiment ces manipulations et ces changements de point de vue. Et c'est Piaget qui a montré qu'après ces premières périodes du développement, ça n'est que vers 7-8 ans qu'un espace intellectuel sera construit en même temps que le développement de toutes ces structures que je vous ai montrées tout à l'heure, capable d'emporter définitivement sur l'espace perceptif uniquement, et l'enfant peut changer de point de vue. C'est la fameuse expérience des 3 montagnes de Piaget. Et nous venons avec Olivier Audet de refaire une expérience qui est publiée, qui montre qu'effectivement, vers 10 ans, se produit cette capacité accrue, par une diminution des erreurs, de l'enfant de manipuler les points de vue, de ne pas être simplement dans une perception égocentrée de son point de vue, mais d'être capable de prendre le point de vue de l'autre ou d'échapper même à un point de vue personnel. Nous l'avons aussi montré dans un autre travail fait avec nos collègues hollandais, avec encore une fois cette transition entre 5 ans et 7 ans, entre les deux stratégies égocentrées et allocentrées. Donc, mon idée, et j'ai eu l'occasion déjà de soumettre cette idée dans plusieurs endroits, en particulier dans des séminaires et dans des discussions au Conseil d'État à l'occasion de célébrations organisées par l'Institut des droits de l'homme, puisque René Cassin était mon grand-oncle et que je n'ai pas pu ne pas être influencé par son souci pour ce genre de choses, j'ai formulé cette idée qu'il y a peut-être
une période critique entre 8, 12 et 14 ans qui a été empiriquement en fait découverte par tous les manipulateurs d'esprit et qui est utilisée pour à ce moment-là enfermer l'enfant dans un schéma et lui bloquer cette capacité d'aller éventuellement acquérir un point de vue multiple. Et j'emploie le mot de période critique. Alain Prochian fait ici de très très belles études et a fait un cours d'ailleurs cette année sur ces sujets, parce que nous savons que si, dans les périodes du développement critique, on ne donne pas au cerveau humain la possibilité de développer ses compétences, après, eh bien, malgré la neurogénèse adulte et toute une série de possibilités, eh bien, cette possibilité peut être bloquée. Donc, je vous soumets cette idée. Il faut à cet âge donner à l'enfant les moyens de changer de point de vue pour apprendre la tolérance. Et j'ai proposé un droit de l'enfant à la pluralité interprétative et au changement de point de vue, mais c'est là où s'arrête ma compétence de biologiste, et ça n'est que très modestement que je soumets cette idée à nos éminents collègues juristes. Merci. Alors pour ceux qui sont intéressés, nous avons fait avec Philippe Descola, j'aurais rêvé de le faire, aussi avec Carlo Ossola et Brian Stock, un colloque qui est entre autres interdisciplinaire sur cette question de la pluralité interprétative qui est podcastée sur le site du collège. Merci d'éviter peut-être aussi l'enfermement des juristes dans leur propre vision du monde, en nous éclairant notamment sur cette pluralité interprétative qui est une des clés dans la réflexion que nous menons actuellement sur le relatif et l'universel. Alors, je voudrais, pour ouvrir la discussion, précisément donner la parole à une juriste, Danielle Lechac, qui a travaillé beaucoup sur les droits de l'homme à travers les droits des étrangers, les politiques d'immigration, mais aussi les formes de discrimination. Et elle vient de publier un ouvrage sur le droit et les paradoxes de l'universalité. Donc c'est elle qui a accepté de lancer la discussion. Il est bien clair que d'autres pourront prendre la parole. Je parle toujours un peu trop loin du micro, mais je pense que vous m'avez entendu. Tu veux te mettre à la tribune ou... Non, mais oui. Elle a accepté de réagir sans connaître le contenu de l'exposé d'Alain Berthoz en tant que juriste, et juriste qui n'est pas enfermé. Oui, bon. Oui, bah c'est beaucoup d'honneur que tu me fais, parce que j'ai beau avoir écrit sur l'universalité et le droit, c'est vrai que là le saut est un petit peu difficile. Alors ça sera peut-être complètement déphasé, ce que je vais dire. Alors il y a juste une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit à la fin sur les enfants. En fait, il me semble que ce que vous avez dit est intéressant aussi si on le replace dans les polémiques actuelles lancées par pas de zéro de conduite pour les enfants de moins de 3 ans et tout, parce que alors ça concerne un petit peu les juristes, mais ça concerne aussi beaucoup les psychologues. Vous savez, c'est toute cette controverse lancée notamment par notre président de la République, mais qui rencontre quelques échos, de savoir que la fameuse dangerosité des enfants serait saisie dès leur plus jeune âge, hein, et qu'il faut absolument déjà ficher les enfants à ce moment-là, etc. Et au fond, ce que vous nous dites, vous, c'est que c'est plus tard que se manifeste toute une série de capacités, etc. Mais là-dessus, je suis tellement incompétente que je préfère ne pas insister. C'est juste que c'est une idée qui m'est venue à la fin. Alors, une autre question. Comment est-ce qu'on peut passer de ces processus cognitifs que vous avez décrits et qui sont forcément individuels à l'étude des processus collectifs, d'une part,
Et l'autre question qui est liée, c'est, et peut-être que c'est cette fameuse vicariance qui peut nous donner une réponse, mais là, franchement, c'est de l'équilibrisme, hein, mes interprétations, tellement je suis incompétente, qu'au fond, aussi, comment les peuples différents trouvent des solutions différentes à des problèmes qui ne sont pas les mêmes. Donc, quand vous parliez justement de ces solutions différentes pour faire face à des problèmes, à certains problèmes, je me demandais si, de façon sans doute très... Vous voulez répondre au fur et à mesure? Peut-être. Oui, je vous en prie. Oui, je vous en prie. Sur la dangerosité, il se trouve la dangerosité, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'intervenir à Strasbourg il y a quelque temps. Vous aviez même interpellé et j'ai demandé à Mireille Desmas-Marty de quoi je pouvais parler, et elle m'a dit un des problèmes majeurs en ce moment c'est cette dangerosité. J'ai pas osé parce que c'est effectivement un sujet, mais par contre j'ai proposé récemment, puisqu'on est dans un séminaire de travail, hein, à l'Institut des droits de l'homme de Strasbourg, de faire en 1992 ou 13. Le président et le professeur Valine, un séminaire, un workshop sur ce problème de droit de l'enfant, et peut-être aussi il faudra associer ce problème de la dangerosité. Sur la deuxième question, concernant l'aspect social, eh bien oui, il y avait peu de choses, mais il y a actuellement un mouvement formidable. C'est-à-dire les 50 dernières années ont été, dans nos domaines de sciences cognitives, ont traité surtout sur ce que nos amis philosophes appellent le sujet solipsiste, au fond. Maintenant, il y a des travaux qui sont faits de plus en plus sur l'interaction avec autrui, poussés en particulier par la psychiatrie, hein, et par une nouvelle génération de jeunes qui travaillent sur ces questions. Il y a même une revue, Social Neuroscience, qui est... dont l'éditeur en chef est Jean Desetti, qui a été un des premiers en France avec Julie Grèze à faire ces travaux. Et il y a toute une génération aujourd'hui qui travaille sur ces problèmes, poussés aussi par le mouvement et la vague de la neuroéconomie, sur une nouvelle neuroscience des relations sociales. En effet, vous savez que la psychologie sociale, au fond, a en partie disparu en France. En partie, je dis parce qu'il y a des psychologues sociaux. Et donc il y a aujourd'hui un renouveau par cette génération nouvelle de jeunes formés aux frontières sur ces sujets. Et c'est un autre sujet qui mériterait peut-être d'être un objet de discussion avec vous. En ce qui concerne l'interculturel, ça c'est un grand sujet sur lequel moi je n'ai rien à dire. On a voulu avec Philippe Descola aussi faire des travaux ensemble. Je crois qu'il faudrait vraiment s'y mettre sur ces questions. Moi, je travaille avec la RATP en ce moment sur ces problèmes de foule, de comportement, etc. Nous avons essayé de monter un atelier sur les aspects interculturels. C'est très difficile. C'est aussi un chantier sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire. Mais je vous écoute pour vos autres questions. Non, mais merci. J'avais encore une autre question. Oui, j'avais... Ah bon, pardon. Vas-y, pardon. Tu as une autre question? Non, alors après, j'avais comment est-ce qu'on met ça à l'épreuve sur à la fois la façon de faire le droit, de créer le droit, et la façon... comment on fait les lois, finalement, et comment on les applique. Alors, toujours avec cette... je me suis intéressée aux sciences sociales quand même pas mal dans le temps, mais c'est vrai que ce passage de l'individuel au collectif, c'est oui. Un des véritables problèmes. Est-ce qu'on peut appliquer au collectif, c'est d'ailleurs la question que vous venez de poser sur la psychologie sociale, les mêmes types d'explications que pour le collectif? Bon, les psychanalystes en ont aussi, se sont aussi posé la question, mais sous cette réserve, est-ce qu'on ne peut pas retrouver au niveau de la confection de la loi ces différents mécanismes que vous avez évoqués, hein, vous avez dit analyser, simuler, émuler et créer, et en fait, est-ce que c'est vrai que la loi, quand on fait la loi, tous ces mécanismes interfèrent, et puis aussi la loi elle-même, elle a pour fonction de régir les comportements réels, les comportements effectifs des personnes, mais elle a aussi, directement ou indirectement, comme fonction
d'imposer ou d'inculquer certaines valeurs en imposant, par exemple, une certaine idée de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal. Et je me demandais aussi si au niveau de la confection des lois, on ne retrouvait pas ces éléments, l'émotionnel, la sélection, la décision, hein, et puis les valeurs d'un côté et la projection dans l'avenir de l'autre. Mais bon, je reconnais que là, c'est parce qu'il fallait bien que je dise quelque chose, sollicité par Mireille, et je ne sais pas du tout si c'est convaincant ou non. Non mais madame, vous êtes au centre. Vous voyez, moi j'ai fait ce bouquin sur la décision il y a une dizaine d'années où j'ai dénoncé le caractère formel de tous les modèles en économie. Pour un physiologiste, c'était un défi, mais au Collège de France, on a le droit éventuellement de proposer des idées nouvelles. Et depuis que j'ai fait ce bouquin sur la décision, je suis... chaque fois que je fais une conférence ou un exposé, on me pose la même question du collectif. Il n'y a pas de réponse. Le professeur Jung, qui est, comme vous savez, un éminent juriste à Sarrebruck, m'avait invité, on a fait un séminaire ensemble. Ouais. Et ce problème du collectif est un problème fondamental. Il y a, comme je vous le dis, des travaux. Il y en a quelques-uns. Par exemple, cette magnifique découverte faite récemment, magnifique, terrible, que l'exclusion sociale active les mêmes aires du cerveau que la douleur physique. Alors je ne sais pas si on doit le rapprocher de l'actualité, mais être exclu, ça fait mal. Donc il y a des choses aux frontières. Alors évidemment, il faudra faire du réductionnisme à fond. Il y a donc un chantier aujourd'hui, et peut-être ça vaudrait la peine de se retrouver. Vous savez, nous avons beaucoup regretté dans le mouvement des sciences cognitives de ne pas avoir réussi jusqu'à présent à faire un travail avec les juristes. Voilà. Et si j'ai un vœu, si vous permettez, et c'est Mireille Delmas-Marty qui me donne l'occasion de le faire, on voudrait beaucoup maintenant travailler avec les juristes, avec des jeunes. Il faut peut-être travailler comme on le fait avec les autres disciplines, avec les linguistes, les philosophes, avec des thèses co-dirigées de jeunes. Moi, j'ai un jeune qui m'avait été envoyé par une psychologue clinicienne qui travaillait sur le passage à l'acte dans les prisons à Paris. Il faudrait faire des thèses co-dirigées entre certains des spécialistes justement de la psychologie, la nouvelle psychologie sociale et les juristes pour essayer de travailler ensemble. Voilà, peut-être. Avec bien sûr toujours la conscience qu'il ne faut pas tomber dans la dérive biologique, c'est-à-dire penser que tous les comportements sociaux s'expliquent par le biologique, ce qui est quand même bien sûr absolument, on est bien d'accord. Ouais. Merci. C'est peut-être le début d'une collaboration. Mais c'est un vœu. Mais il faudrait l'avoir aussi avec le législateur. Et je crois que c'est une suggestion que vous aviez faite à la ministre de la Justice au moment de la rencontre à Strasbourg. Oui. Il n'y a pas eu de suite, finalement. Non. Et Madame la sénatrice maire de Strasbourg avait été très intéressée. On avait essayé, mais voilà. On fait. Merci d'avoir ouvert permis d'essayer de se donner une petite graine. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non, sinon, je vais laisser la parole aux autres. On va en parler ensemble. Une ou deux questions dans la... Oui.